Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, bienvenue à 237 Stories. C'est votre podcast, c'est la saison 4, c'est l'épisode 7. Vous êtes bien connectés, nous sommes vendredi le 5 juin 2026. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous, de votre podcast, on a l'envie de venir vous divertir pour ce 7e épisode de la saison 4. L'actualité de ces dernières semaines nous bouscule entre coupures de courant, intempéries dévastatrices et vents de changement politique sur le continent africain. Ce soir, autour de la table, nous allons mettre les pieds dans le plat, sans filtre et avec les chiffres sous les yeux. Au menu de ce numéro, en économie, on parle du feuilleton qui maintient le Camerounais dans le noir, alors que la Sonatrel et la nouvelle entité Socadel, entendue par la Société camerounaise d'électricité. Donc, ces deux qui orchestrent la reprise des actifs d'Eneo, la transition énergétique semble patiner entre les rationnements à Yaoundé et Douala et les négociations financières qui sont complexes. La greffe a du mal à prendre. Pourquoi la transition semble-t-elle si difficile et quand verrons-nous enfin le bout du tunnel? C'est l'une des grandes questions qui va meubler les débats ce soir. On parle aussi en politique. Alors que l'Afrique de l'Ouest continue de vibrer au rythme des alternances politiques et des débats démocratiques intenses, l'Afrique centrale semble figée dans une sorte de statu quo institutionnel face à ces trajectoires, face à ces trajectoires donc opposées, une question qui s'impose et qui sort du lot, l'Afrique de l'Ouest peut-elle donner des leçons de démocratie à l'Afrique centrale ou bien tout simplement le modèle francophone de l'Afrique centrale est-il condamné à l'immobilisme? Enfin, on va parler d'urbanisme dans ce numéro, un après-midi de pluie sur la capitale Yaoundé. Et bien récemment encore, le boulevard du 20 mai et les quartiers comme Avenue Kennedy, Vokada se sont retrouvés sous les eaux, paralysant l'économie locale. Malgré les investissements pour le projet d'assainissement de Yaoundé, c'est le projet PADI, eh bien la cité des sept collines boit toujours la tasse à chaque fois qu'il pleut. Yaoundé est-elle devenue la capitale des inondations? À qui la faute? L'incivisme des populations ou simplement la faillite du plan d'urbanisme? La question, c'est celle à laquelle on va essayer de répondre ce soir. Et pour répondre sur le plateau aujourd'hui, j'ai deux de mes fidèles compagnons qui sont déjà là. C'est Chicharito à qui je dis le bonsoir et qui je souhaite également la bienvenue. Mon frère, bienvenue. Bonsoir à CWK. Merci une fois de plus pour l'invitation. Je salue également mon copanéliste que tu vas présenter et tous nos auditeurs et auditrices. Merci une fois de plus pour l'invitation renouvelée. Bonsoir également à Sepiro, celui-là qui, j'aime le dire, l'homme du terrain, hein. On connaît le franc-parler de Chicharito, on connaît surtout la rigueur et l'analyse, surtout fait terrain de Sepiro, à qui je passe également le salam. Bienvenue à cet échange, mon frère. Merci CWK, bonsoir à toi et bonsoir à tous nos fidèles auditeurs. Bonsoir à Chicharito, mon co-panéliste de ce soir. Aujourd'hui, on l'aura compris pour le moment, nous sommes trois sur le plateau en attendant peut-être la venue des autres. Pourquoi je dis peut-être parce que justement, depuis plus d'une semaine au Cameroun, on vit selon vraiment l'humeur de celle, compris là la société qui a remplacé Elio, qui a été donc nationalisée, Société camerounaise d'électricité. Il ne se passe pas un jour dans une ville au Cameroun sans qu'il n'y ait une coupure d'électricité. Et là, je dirais que j'exagère si c'est que c'était seulement une figure de style, mais malheureusement, même actuellement où je suis en train de faire cet enregistrement avec vous, mesdames et messieurs, eh bien, il n'y a pas d'énergie dans pratiquement toute la ville de Douala. Il n'y a pas d'énergie dans la ville de Yaoundé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'aurons pas d'Andiz qui devait être avec ce soir. Elle est docteur en microbiologie. Elle nous aurait parlé de beaucoup de choses concernant l'environnement et surtout les jeunes filles. Il y a également Landry qui est politicien, qui ne peut pas être avec nous. Kemoun, que vous connaissez déjà également, qui est le représentant officiel du MRC sur ce plateau habituellement. Il ne peut pas être avec nous, tout simplement parce qu'il y a panne d'énergie. Et enfin, on a notre grand invité du jour qui était prévu, justement, c'est Derek Sagué, c'est le secrétaire national du syndicat des réparateurs des téléphones du Cameroun. Eh bien, il ne sera pas là pour la simple raison qu'il n'a pas de batterie. Eh bien, il ne peut pas tenir sur son téléphone pour pouvoir faire un enregistrement ou tout simplement se déplacer. On va revenir à quelque chose de plus gai. Si on peut parler de gai quand on parle de Socadel et Neo, donc on va y avoir cette transition-là et un peu au-delà des communiqués. On a envie de comprendre un peu le calvaire des usagers Sepiro, selon plutôt l'état des lieux. Concrètement,
qu'est-ce qui coince techniquement et financièrement dans ce passage de témoins entre Eneo et Socadel? Ok, CWK, merci de me poser la question. J'aurais attendu que vous procédez comme d'habitude. Quel est l'événement qui nous a marqué? Mais bon, ça n'a pas été fait. Je sens que ce soir, on a vraiment envie de parler des choses qui intéressent le Cameroun. Donc, on va aller directement au pas de course. Alors, je dirais premièrement que l'arrivée de Socadel, pour moi, bien sûr, n'a pas été une C'était délivrance. justement, excuse-moi, je ne voudrais pas te couper et tu fais bien de relever justement ce sujet-là parce que on a l'habitude de commencer par des sujets qu'on n'a pas mentionnés à l'ordre du jour. Je pense on ne devrait pas déroger à la règle. Je vous dis pourquoi, parce qu'il y a tellement de sujets que pour trouver les trois sujets du jour, c'était compliqué. On en avait tellement à l'appel, mais je pense que le mieux serait que peut-être tu parles d'abord de l'actualité qui t'a marqué justement. Et tout à l'heure, Chicharito va se prêter également au même exercice. Ça nous permettra déjà de faire une mise en bouche pour nos auditeurs. Ok, d'accord. Merci de revenir dessus. Ça me tenait vraiment à cœur parce que cette semaine était particulièrement difficile pour moi et tous mes promotionnaires d'université. Si vous êtes au fait des réseaux sociaux, on a un jeune avocat qui est porté disparu depuis pratiquement Exactement. oui, c'est Une Didier semaine, voilà. Makin. Oui, c'est mon promotionnaire d'université, c'est un ami et lorsque je traînais encore en cabinet, on se rencontrait plusieurs fois. Donc, ce soir, nous avons quand même des informations qui nous reviennent sur le fait qu'il aurait été enlevé et bastonné. Donc, actuellement, il doit être à l'hôpital général, à l'hôpital La Quinchine de Douala. Donc, je profite de cette tribune pour leur déjà dire merci qu'on ait retrouvé, qu'il soit revenu en vie parce qu'on l'a pas retrouvé, qu'il soit en vie et qu'il soit peut-être en Oui. train de retrouver la santé. J'en appelle aussi au pouvoir politique, Public. au pouvoir public camerounais, politique aussi, politique d'abord et public camerounais. Mhm. Je le dis parce que il y a 2 années, voire 3 années de cela, nous avons perdu un avocat on l'appelait Maître Djiboma. Il avait été poignardé à mort au niveau de la cité sikh. Et il est de la même commune que Maître Didier Makembe. Donc, j'espère que ce n'est pas pour le même problème parce que Didier Makembe est beaucoup préoccupé par la défense des intérêts des populations. Donc, il s'en fait Oui. des fois encore une forêt communautaire qui risque d'être bradée ou qui est en train d'être bradée. Maître Djiboma est mort pour ça. Voilà, Maître Didier, un jeune qui n'a pas 36 ans, qui est en train de payer les frais de cette même forêt, dont j'en appelle à la conscience des uns et des autres. Et à ceux d'une CAM, protégez vraiment vos avocats, protégez vos enfants. Il n'est pas question de les tuer pour brader les terres et les forêts de chez vous. Ça, c'est mon appel et mon activité qui m'a tenu. Je voulais vraiment en parler avant de commencer le débat. D'accord. Et on fait bien de parler de ces cas parce que malheureusement, même si ça fait vraiment l'actualité aussi, ça aurait naturellement pu être au débat quand on aurait pu évoquer simplement le cas de Martinez Zogo. Parce que oui, cette semaine encore, il y a eu des audiences et il y a vraiment beaucoup à dire dessus. On y reviendra. Là, je peux vous le garantir, on reviendra sur cet événement-là, sur ces événements, parce qu'il y en a tellement encore. Alors, Chicharito, ton sujet également qui t'aura marqué peut-être en Afrique, en Europe peut-être, avant que l'on ne lance avec le vif du débat. Oui, deux sujets, mais je vais aller vite. Le premier, tu l'as un peu effleuré, c'est celui concernant l'affaire Martinez. Euh, Oui. Par Je sais que rapport ce au sujet fond, te tient à cœur depuis plusieurs années. oui, mais après, tu te souviens, j'avais dit que je n'attendais pas je n'espérais pas que la justice Justice soit lui vraiment soit faite. rendue parce que voilà, c'est quand même depuis 2023, pratiquement 3 ans et on voit que ça patine. Là, ce qui m'a interpellé, c'est un expert. Normalement, c'est un expert qui nous explique qu'il a expertisé des téléphones et il n'a retrouvé aucun message. Bon, là, je me pose quand même des questions. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais j'ai quand Mhm. même de petites connaissances dans ce domaine-là. Et je me dis qu'en tant qu'expert, tu ne peux pas dire que
tu ne retrouves pas des messages qui ont été supprimés, Les traces de messages, ouais, de gros des traces de WhatsApp est messages. facile. En tant qu'expert, c'est pour cette raison qu'on t'appelle expert, c'est ton domaine de compétence. Donc, normalement, ça, c'est dans tes codes. Donc, voilà. Et bon, j'espère que Jésus a rendu, mais j'ai un doute parce que là, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense pas qu'on va dans le bon chemin. J'espère me tromper, mais pour le moment, je suis pas convaincu par ce qui est en train de se passer. Ensuite, Mhm. comme tu as dit, il y a tellement de sujets. Il y a un jeune Sénégalais là, bon, je pense qu'on va en parler, ça va partir dans le sujet de Ju- l'Afrique de l'Ouest. Mais je Justement. voulais surtout revenir sur la petite guéguerre qu'il y a entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Donc, c'est là où on s'est dit la Mhm. politique, c'est vraiment des jeux d'intérêt. C'est quelque chose voilà, de difficile à appréhender. Parce qu'on ne comprend pas comment ce duo-là, qui était porteur d'espoir, est en train de s'entre-déchirer Il se actuellement. déchire du jour au lendemain, il se déchire alors C'est, qu'on c'est- on les voyait être côtoyer et fonctionner normalement. Exactement, on se disait c'est le duo parfait, mais on se rend bien compte qu'à l'épreuve du pouvoir, les choses ne se passent pas comme ce qu'on avait Comme toujours prévu. prévu. Voilà, donc c'est un peu ça le sujet principal qui m'a marqué, c'est celui de, voilà, c'est ces affaires-là au Sénégal entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye. D'accord. Alors pour moi, parce qu'il faudrait aussi que je participe vraiment ce soir et que je me sente plus impliqué, c'est ces cas, on a parlé ici il y a quelques temps, on a même invité des experts pour nous parler de comment protéger les enfants, des viols, des violences faites sur les femmes. Et malheureusement, on a l'impression qu'on n'est même pas encore sorti de l'auberge. Parce que récemment encore, c'est dans une école je pense au côté d'Odia, voilà, à Yaoundé, qu'il y a eu un cas de viol, malheureusement, encore il y aurait, il faudrait pas vraiment le conditionner du moment où il y a encore des enquêtes qui sont menées et que l'affaire est déjà portée devant la justice avec l'école qui a porté plainte contre des parents pour sabotage. Donc, semblerait-il, il y aurait cet enfant qui a été violé. Donc, d'après ce que les parents disent, et on attend de voir ce qu'il en sera, d'après la justice cette fois-ci. Donc, voilà un peu ce qui m'aura captivé durant les dernières 2 semaines au Cameroun. Alors, on va revenir dans le cœur de notre sujet, mais avant de revenir, je précise pour ceux qui nous écoutent que nous sommes sur 237 Stories, c'est votre podcast. Vous nous écoutez depuis Spotify, sur Deezer, sur YouTube ou même encore vous nous suivez sur notre plateforme, c'est www.237story.net. Vous avez tous les épisodes de nos différents podcasts qui sont enregistrés, bien sûr, chaque vendredi. Voilà, je vais revenir vers toi, c'est Pierrot, pour donc la première question de tout à l'heure. Et comme je le disais, techniquement, donc quand on parle de Eneo et Socadel, est-ce que c'est au niveau est-ce que c'est technique, c'est le niveau technique qui coince? Est-ce que c'est le niveau financier pour que le passage de témoins soit naturellement fait? Oui, je ne veux pas merci de me passer la parole à nouveau sur ce sujet qui intéresse tous les Camerounais parce que tous les Camerounais actuellement souffrent du manque d'énergie électrique. Vous avez tout fait de citer tous ceux de nos panélistes et invités qui ne sont pas là ce soir pour ce problème. Et j'aimerais aussi dire que ces difficultés apparaissent lorsque nous sommes en pleine période des examens de fin d'année pour nos petits frères qui composent les différents examens. Donc, ils n'ont pas d'électricité le soir pour réviser, soit pour dormir paisiblement dans une ville comme Douala où il fait extrêmement chaud. Donc, il y a pas moyen d'allumer un ventilateur ou bien de mettre son climatiseur pour dormir dans de bonnes conditions. On se demande bien comment ils vont procéder en journée lorsque la fatigue va s'installer. Sur qu'est-ce qui coince réellement, je pense que le problème, il est à plusieurs, il est à plusieurs niveaux. Je vais commencer par le facteur du transfert des actifs. Vous voyez un peu. La Socadel ne naît pas ex nihilo. Elle naît sur l'ancienne structure qui était UNEO. Et nous savons dans quelles conditions UNEO est partie. La Socadel a transféré. En fait, la Socadel reprend toutes les infrastructures, les contrats et les concessions d'UNEO. Donc, je peux dire que la Socadel, elle est née
en étant mené au score avec tous les problèmes et toutes les difficultés que Union rencontrait. Union lui a légué ça en partant. Donc, ce n'est pas évident que une société qui est née au mois de mai, pratiquement, je sais pas où. Mais bon, c'est à mai qu'on a nommé les responsables, mais qu'aujourd'hui, nous sommes en juin, pratiquement un mois après qu'il y ait eu un nouveau directoire ou une nouvelle administration, on a des changements, ce n'est pas évident. Surtout que notre pays traverse une forte crise sur le plan financier, bien sûr. La seconde partie, c'est au plan du personnel de la SOCAD elle-même. Parce que lorsque nous avions Unio était une société parapublique, donc où l'État n'avait pas complètement la main mise sur la direction. L'État accompagnait juste les anciens propriétaires En fait, qui avaient. oui, En fait, Socadel, les Anglais, l'État de bonne mémoire. oui, en fait, l'État accompagnait les Anglais qui possédaient Unio. Mais aujourd'hui, où nous reprenons complètement tout ce qui concerne l'électrification et l'énergie du Cameroun, l'État va nommer des fonctionnaires. Des fonctionnaires. Je ne pense pas que les fonctionnaires camerounais, en fait, c'est vrai qu'il y a de la compétence, mais ceux qui ont été nommés sont des fonctionnaires qui n'ont pas fait leur preuve en matière de management. Moi, on va prendre le cas du président du président du conseil d'administration, M. Antoine Simi, qui fut ministre des Finances, économiste et banquier. Et lorsqu'on regarde vite son parcours, on comprend que bien qu'il ait de la matière en matière d'administration, en ce qui concerne l'administration, il n'a pas vraiment laissé une bonne ardoise derrière lui. Et on va le réveiller combien d'années après qu'il soit parti, qu'il ait été mis à l'écart, parce que chez nous, on ne part pas en retraite. Du moment qu'il a été mis sur la touche, on va le réveiller après pratiquement à plus de 70 ans. Et on lui remet une société avec toutes les nouvelles technologies et tout ce qui... Le monde évolue entre-temps, en fait. Donc, on lui remet ça entre les mains, cet outil-là, de gérer. Je ne pense pas qu'il pourra apporter ça. Il est peut-être bon de l'administration, puisque ceux qu'on forme à l'ENAM ne sont pas très qualifiés pour la gestion des entreprises publiques ou privées. Je ne pense pas qu'ils aient cette compétence-là. Donc, moi, je pensais plutôt que ici, il faut grandir. On doit changer le type de personnes qu'on met à tête de nos institutions comme la SOCADEL. La troisième chose, c'est la dette. La dette est assez importante et je pense que c'est à cause de cette dette-là aujourd'hui que l'État, demandant à Globelec de payer, je pense que ses droits fiscaux. L'État a gelé ses comptes de Globelec et Globelec a décidé d'interrompre deux de ses centrales, notamment celle de Kribi et de la Dibamba, qui n'injectent plus d'énergie à l'heure où on parle dans le réseau interconnecté sud. Ce qui fait qu'il y a tout Et ce... il faut rappeler que c'est ce fameux réseau qui est celui qui donne l'énergie dans la ville de Douala et dans les périphéries. Oui, et Exactement. une partie et ça va au-delà parce que je pense que ça va jusque dans les villes du sud. Donc nous, actuellement, c'est à ce niveau-là que ça ne va pas. On va aussi regarder au problème infrastructurel. Nous constatons chaque jour, je pense que vous à Yaoundé et ceux qui sont dans l'extrême nord ou dans d'autres villes peuvent faire le constat. L'infrastructure que Unio a laissé est vieillissante. Je parle du simple cas des poteaux électriques. Pour ceux qui sont un peu plus attentifs, vont constater que les poteaux pourrissent, les pylônes tombent. En fait, il n'y a pas un renouvellement des infrastructures. Il y a des quartiers ici à Douala où sont les populations qui font des cotisations entre elles pour acheter un poteau pour réaménager. Dans tout le secteur, parfois même les transformateurs s'écrient et on est obligé de faire recours à la cotisation des simples citoyens. Bien évidemment. Donc, tout ça contribue au fait que la SOCADEL, en fait, tient à main un panier à crabe. Donc, elle ne sait vraiment pas par quel crabe, en fait, elle ne sait pas quel pion pêcher pour commencer. Mais que les Camerounais allaient aussi, à côté, il y a l'attente des populations parce que la population camerounaise est grandissante. Et les populations aussi, chaque jour qui passe, il y a des personnes qui demandent à être connectées au réseau électrique. La SOCADEL ne peut pas répondre à ce besoin-là, vu les conditions dans lesquelles elle se trouve. Donc, c'est l'ensemble de ces
de ces points là qui font que nous soyons pris dans cette configuration où on a l'impression que depuis le départ de Néo, c'est devenu pire. Parce que si vous me permettez encore une minute, deux Bon, minutes. ce n'est pas une vraie impression, hein, c'est vraiment pire. Il y a quand même, on avait l'impression d'avoir une petite stabilité avec Eneo qui est parti complètement. Là j'ai envie de revenir dans le réel, parce que j'arrête d'analyser pour parler du réel. Ça va faire il y a environ 2 semaines, moi qui vis à Douala, dans le quartier Bédi, on a fait pratiquement une semaine sans électricité. Actuellement, c'est revenu chez nous, mais Ouais. les populations de Deido, écoles publiques, ça fait une semaine qu'elles n'ont pas d'électricité. Et actuellement, J'étais encore sur le terrain à Bojongo hier et Bojongo à Bonabéry, partout là-bas. Une semaine, ils fonctionnent sur rationnement, c'est 3 heures de courant par jour. donc c'est extrêmement compliqué dans ces situations-là où on ne peut pas s'en sortir, puisque s'il faut prendre un petit groupe, il faut payer le carburant pour le faire fonctionner. Comment rentabiliser? Donc, ce n'est pas évident actuellement de s'en sortir. C'est pas évident de compter sur la Socadel pour avoir un éventuel changement actuellement. Mhm. Peut-être, avant de te relancer, je vais poser pratiquement la même question à Chicharito qui est là aussi. Chicharito, on a constaté justement qu'il y avait ce difficile passage de témoin là. Est-ce que la faute ne serait pas aussi de la part de l'État qui a accepté, malgré le passif en termes de dette des néo, qui a accepté de racheter toutes les parts de cette entreprise pour la nationaliser? Est-ce que finalement, ce n'est pas, on va pas dire qu'on s'est tiré une balle dans le pied? Une balle, je dirais non. Je dirais qu'on s'est tiré 3 balles. Une dans chaque Ah, pied et une autre directement dans la tête. Donc, explique-nous ça. c'était un suicide programmé. Je vais dire, nous avons même ici débattu de cette nationalisation-là ici, dans une des émissions. Et je pense que nous étions peut-être en dehors d'un panéliste, nous étions quasiment tous unanimes pour dire que cette nationalisation-là n'était pas opportune. Tout simplement parce que, comme ces pyros-là si bien déroulé précédemment, et comme toi-même tu l'as dit, euh, Eneo avait déjà un passif assez colossal. Et on se posait donc, nous sommes tous posé la question, quelle était la plus-value, quel était l'intérêt de l'État du Cameroun de rationaliser à ce moment-là une telle structure. Et depuis que cette nationalisation-là a été effective, nous nous rendons bien compte de son inefficacité sur le terrain. Je vais dire, depuis que nous avons fait ce rachat-là, nous ne voyons aucune amélioration. Pire encore, on a même l'impression que nous avons encore régressé, nous sommes rentrés, je ne sais pas, j'ai envie de dire peut-être 30 ans en arrière, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est encore pire que ce que nous avons vécu même pendant notre enfance. Là, c'est parce que, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose que tu as indiqué dans ton propos liminaire, cette VK, peut-être tu ne t'es pas rendu compte, mais tu as cité une liste de tes invités qui n'ont pas pu, ou bien qui ne seront peut-être pas là aujourd'hui à cause de la pluie. J'ai envie de dire, imagine que notre frère sénégalais là nous écoute, nous entend parler, et on lui dit que tu as invité quasiment les 3 quarts de tes invités ne seront pas présents à cause de la pluie. Je ne sais pas si on se rend compte. Même notre très cher frère Olivier, qui nous vante Les comment je mairies vais du dire ça, gouvernement. les mairies du gouvernement ne peut pas être connecté à cause de la pluie. Parfois, je me demande même, est-ce qu'il y a même parfois même matière à organiser des débats contre comment on va dire ça, pour défendre le gouvernement? J'ai envie de dire, ça coule de source. Comment on peut expliquer ça? Tout le monde sait que l'eau est une source d'énergie assez, voilà, assez prisée. Mais on se rend compte chez nous que plus il pleut, moins nous avons d'électricité. C'est assez incroyable. Et donc, pour répondre, pour ne pas être trop long, parce que Sepiro a largement développé là-dessus, ma réponse est tout simplement te dire, comme je l'ai dit
au début, à l'entame de mon propos, de manière un peu imagée. Est-ce que c'était comment dire, un échec programmé? Si la Socadelle réussit à nous donner l'électricité, pour nous, ça sera un miracle. Mais je pense que c'est Pirolo aussi indiqué, même lorsqu'on prend le pédigré de ceux qui ont été nommés à la tête de ces structures, je suis désolé, on ne se rappelle pas de leur prouesse managériale où on va nous faire croire que à arriver à ce niveau de leur vie, de leur carrière, à plus de 70 ans, on se pose la question, est-ce que c'est là maintenant qu'ils vont faire le miracle à la tête d'une structure qui part déjà avec, comme je l'ai dit, pas un handicap, puisque tu as dit une balle dans le pied, mais moi j'ai dit trois handicaps, deux dans le pied et une dans la tête. Donc honnêtement, je suis sceptique par rapport à ce qui va se passer pour l'électricité au Cameroun. J'espère me tromper, mais pour le moment, nous ne partons pas sur de bons rails. Sur de bons rails, pardon. Voilà. J'espère en tout cas que la barre sera remise en état parce que actuellement, pour ce qui est de Socadel, la nouvelle direction avait une centaine de jours pour changer les choses complètement. Je pense on est rendu à pratiquement 3 jours déjà, 50 jours pardon, qui restent par là pour remobiliser un peu les choses, remettre un peu les choses aussi dans l'ordre. Alors, c'est pire quand même, juste comme ça, il faut peut-être essayer de ne pas être seulement critique. On ne dise pas qu'à 237 Story, on est seulement en train de voir les choses du seul côté qui est mauvais. Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions envisageables, loin du rationnement qui est proposé depuis quelque temps par Socadel? Est-ce que des solutions plus simples, qu'on peut-être simples et sur la longue durée, peut-être faire des éoliennes? On a vu des techniciens qui proposaient par exemple le placement des éoliennes dans des zones comme le Grand Nord où il y a beaucoup de vent, sachant qu'avec l'énergie éolienne, on peut également fonctionner. On peut aussi aller plus loin en pensant à l'énergie solaire, que plaques solaires un peu dans les différentes villes du Cameroun. Est-ce que ça ne peut pas être également là l'une des options vers laquelle pardon, Socadel devrait se pencher? Bon, CWK, moi, je n'ai pas envie que l'on pense que sur 237 stories, nous sommes juste là pour des critiques au fonctionnement de notre État. Nous parlons des réalités. Nous n'allons pas au-delà des réalités ou en deçà. Nous disons ce qui est. Et si dire ce qui est revient juste à tirer sur nos gouvernants, bah, je sais pas, peut-être il faudrait qu'on se taise. Or, je pense que aujourd'hui, en 2026, la chose qui serait la plus simple pour nous, de notre démocratie, c'est de nous laisser parler, parce que c'est le seul champ où on a, on pas sorti manifester, on doit au moins parler étant chez nous. Donc, il y a des solutions. Il y a des solutions à tout problème. Et comme j'ai dit, on doit déjà rompre avec l'ancien système. C'est la première chose. Tant qu'on ne change pas de management, vous allez installer des pylônes, prendre des produits, mettre sur pied des centrales solaires. Nous aurons le même résultat. Il faut déjà changer le top management. Et je pense qu'il y a des hommes, il y a des Camerounais, je ne sais pas, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur, qui sont formés et qui sont prêts à nous amener leur expertise. Mais est-ce qu'on va leur donner la possibilité à ces jeunes qui ont moins de 40 ans? Ils sont formés. Parce que moi, je pense que nous qui sommes les réseaux sociaux, régulièrement, on n'entend pas de nos jeunes frères en Allemagne qui sont ingénieurs dans plusieurs domaines. Notre jeune frère Théma Biwole travaille sur les énergies. Donc, je ne pense pas qu'on est au niveau de la fourniture. Moi, je dis encore, il faut déjà changer le logiciel. Laissons nos anciens logiciels. Voilà, on procède comme ceci. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est de faire des choses normalement, de mettre à côté la corruption. Parce que souvenez-vous, au Cameroun, nous avons plusieurs barrages. Mais combien ces barrages-là fonctionnent, ont été mis? Nous avons construit plusieurs barrages, mais ce n'était que les éléphants blancs. Parce que entre ce qui avait été dit dans le projet, ce qui avait été présenté, la réalité, nous sommes complètement à l'opposé de ce qui avait été dit. Donc, il faut déjà que les barrages qui ont été mis sur pied soient audités.
si les travaux n'ont pas été faits, que ceux qui étaient chargés de les réaliser soient appelés à le faire. Il n'est pas question de sanctions. Qu'ils mettent ces barrages-là à jour et les fassent tourner. Quand vous dites que la production, où vous voulez aller dans le soleil, est-ce que vous savez qu'actuellement au Cameroun, il y a encore des zones où l'État fait brûler du gazole pour produire l'énergie électrique qu'on vend aux populations? Donc, avant d'aller au soleil, il faut déjà qu'on sorte de ces énergies-là. Il y a des solutions, comme j'ai dit, et c'est au niveau du management. Tant qu'on ne change pas le management, on pourra mettre toutes les infrastructures qu'on veut sur pied. On pourra invoquer, je ne sais pas, le soleil 24/24, le vent 24/24. On n'aura pas d'électricité. Si on continue d'avoir des gens qui nous proposent des éléphants blancs à la place des œuvres réelles, des infrastructures réelles, et le Cameroun en a besoin. Un peu perdu. Donc, je ne pense pas que c'est Non, la c'est bon. Là, on t'a encore. des moyens qui nous permettront d'avoir l'électricité, mais c'est plutôt la mise d'un nouveau système managérial, de nouvelles personnes, de nouvelles idées. C'est par là qu'on gagnera ou qu'on sortira du noir qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Mhm. Alors, Ticharito, pour passer aussi sur le sujet, est-ce que la solution, peut-être, ce ne serait pas de sortir définitivement de l'amateurisme, semble-t-il, dans lequel Eneo s'est lancé? Amateurisme dans la mesure où on a toujours cette impression que on n'est pas à fond. Ouais, après, comment dire, je ne sais pas si on va parler d'amateurisme. Moi, j'ai envie de dire, je vais un peu rejoindre ces pyros, hein. Je pense qu'on va parler globalement de système. Parce que on, on réfléchit là comme si Socadel, comment je vais dire ça, évoluait dans un environnement, voilà, normal, j'ai envie de dire Normal. ça comme ça. Voilà, parce que il fallait si on se pose la question uniquement sur Socadel, c'est comme si les autres structures publiques fonctionnent mieux. Mais si vous prenez le secteur, par exemple, avec Cameco, vous pouvez faire également les mêmes constats, que ce soit au niveau de la gestion, au niveau de la qualité des services. Si je laisse, par exemple, Cameco et je prends un autre secteur, je ne sais pas lequel, bref, j'ai envie de dire, c'est quasiment au niveau de, par exemple, Camtel, tiens, il y a un autre secteur, les télécoms. Je me souviens Mhm. toujours de cette interview de Madame la DG face à Bruno, à Jean-Bruno Tagne, où celui-ci lui demande, mais est-ce que vous avez besoin d'autant d'employés pour faire fonctionner votre entreprise comparativement aux autres structures qui sont sur la place, c'est-à-dire les autres grands opérateurs des télécoms. On se rend compte que Camtel avait, si je ne me trompe pas, 3 fois ou 4 fois plus d'employés que les autres. Mon ami de dire que c'est un système, c'est global. Surtout les directeurs, surtout plus les directeurs qu'autre chose à Camtel. Presque tout Ah le monde ouais, est vice-directeur de quelque chose à Camtel. et voilà. Donc, c'est pour dire que, dans ce que je voulais en dire, c'est que c'est quelque chose de global. Et je rejoins ces pyros là-dessus. C'est comme on avait dit, il faut changer notre façon de manager. Je me rappelle aussi d'une étude qui avait faite, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette prof-là. La prof qui fait souvent elle passe souvent dans certains médias et elle sort souvent comment elle avait dit ça, un rapport sur les Professeur Biolé. différents, comment? Professeur Biolé. Exactement, le professeur Biolay, qui sont souvent des rapports sur nos DG qui sont là en fonction et qui ont dépassé le cadre légal. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement une histoire de le propre. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous nous sommes appesantis sur l'électricité. J'ai envie de dire que si nous prenons plusieurs structures étatiques, aujourd'hui, peut-être en dehors du port, du port de Douala, du PAD, peut-être c'est le seul qui nous fait un peu dire que, voilà, au niveau de la gestion étatique, voilà, on est un peu serein. Une, voilà, un peu, comment avait dit ça, une petite satisfaction. Mais si on regarde la plupart de nos structures publiques, je peux dire qu'on peut faire le constat que nous sommes en train de faire aujourd'hui à la Socadel, nous pouvons le faire sur ces différentes structures-là. Donc, pour me résumer, je voulais seulement dire que je suis d'accord avec ces pyros, que c'est
au niveau du top management. Mais Sepiro a dit quelque chose. Il disait qu'il faut nous ramener des managers de moins de 40 ans. Moi, j'ai envie de dire que le premier managériat, ce n'est pas une qualité d'âge. C'est juste là où je voulais être en Ouais. désaccord avec le copanéliste Sepiro. Ce n'est pas une qualité d'âge, c'est une qualité de compétence, tout simplement. Si vous regardez aujourd'hui en Chine, Xi Jinping a plus de 70 ans, mais personne ne peut dire que c'est un mauvais dirigeant. Donc, j'ai pris ce cas-là juste pour montrer que ce n'est pas une qualité d'âge, ce n'est pas un problème d'âge, pardon, tout simplement une qualité de compétence. Et il nous faut donc, à la tête de nos différentes structures, publiques et parapubliques, tout simplement des personnes compétentes. Donc, voilà ce que je pourrais dire au sortir de ce sujet-là. À toi la parole, CWK. Oui, bien sûr, je reste toujours là et j'ai envie de dire on a fait le tour de l'état des lieux, de la gouvernance et surtout des questions d'avenir. Ça nous permet de nous projeter sur la seconde thématique de ce soir et on parle là de politique. Est-ce que l'Afrique de l'Ouest peut donner donc des leçons de démocratie à l'Afrique centrale? Pour ceux qui sont connectés, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, depuis récemment, il y a un producteur, je ne sais pas si je vais dire producteur de contenu ou créateur de contenu. Donc, il y a un créateur de contenu sénégalais qui, lors de la démission de Ousmane Sonko du poste en fait, lorsqu'il a été démis du poste de Premier ministre et qu'il a été conduit au niveau de l'Assemblée nationale sénégalaise, il y a ce Sénégalais-là qui est sorti pour faire un live TikTok et un Camerounais est venu pour intervenir. Il a dit au Camerounais qu'il n'a pas le droit d'intervenir. Il a simplement renvoyé le Camerounais à aller d'abord déloger, s'il faut dire ainsi, les vieux qui gèrent les institutions camerounaises très mal avant de revenir parler dans le live et que la démocratie camerounaise était à mal. Et il s'en est suivi un tollé sur les réseaux sociaux des Camerounais qui sont venus pour tirer à boulet rouge sur le Sénégalais. Il y a eu également des Sénégalais qui sont sortis pour défendre. Un clash s'en est donc suivi et c'est ce clash qui nous permet de nous projeter un peu ce soir pour la deuxième thématique donc en politique et qui nous permet de poser cette question de fond, hein, c'est Pierrot. Peut-être même d'abord Chicharito qui avait la parole et qui a un peu parlé de ce jeune homme-là juste avant. Quand on regarde le Sénégal, le Ghana ou même encore le Nigeria, on voit bien des alternances qui sont régulières, les institutions qui résistent aux crises, mais qu'est-ce que l'Afrique de l'Ouest a compris de la mécanique démocratique que l'Afrique centrale refuse encore d'intégrer? Chicharito. Oui, merci pour la question sur les cas. Déjà, parmi les pays que tu as cités, il y a un pays que tu n'as pas cité et que j'aimerais rajouter dans ta longue liste. C'est vrai qu'on ne va pas faire la liste de tous ces pays-là. Mais il y a un En tout particulièrement cas, c'est qui, l'Afrique moi, de me l'Ouest. marque, oui, Oui, qui, moi, c'est me lequel? marque et que j'aimerais rajouter pour compléter ta liste. C'est le Bénin. Oui, ça c'est vrai. J'aimerais Le aussi Bénin qu'on qui rajoute rejoint le la Bénin. liste des pays en Afrique de l'Ouest où l'alternance est effective. Exactement. Et donc, quand tu me poses la question, qu'est-ce qui est différent de ces pays-là par rapport au Cameroun? J'ai envie de dire qu'il y a deux aspects pour répondre comme ça. Le premier aspect, D'accord, ce sont lesquels? Oui. le premier aspect, c'est d'abord la société civile. Si vous avez suivi même les quelques vidéos de ce créateur de contenu sénégalais, vous comprenez que, J'en ai suivi pas mal, hein. J'ai voilà, suivi donc pratiquement trois ou quatre. vous comprenez d'abord que la société civile sénégalaise est fortement politisée. Or, vous regardez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, au Cameroun, on disait la politique aux politiciens, où on disait les écoliers ne font pas la politique. Ou encore, on nous disait non, ces choses-là ne nous intéressent pas. Ou encore, on nous disait même si on vote, qu'est-ce que ça va changer? Donc, la conscience chez nous, de mon point de vue, est encore très récente. C'est pour ça que quand tu me donnes souvent l'occasion de m'exprimer ici, je dis toujours qu'avec le Cameroun, nous devons être patients. Nous devons continuer à cultiver, à intéresser les Camerounais à la chose politique. Donc ça, c'est le premier aspect que moi, je voulais
mettre également Relevé, dans oui. la relevé. Et le second? Le deuxième, ce sont les institutions. Vous voyez que dans ces pays-là, chaque institution joue son rôle et joue parfaitement son rôle. Dans ces pays-là, très peu d'institutions, ou bien très peu, on peut ressortir ce concubinage incestueux entre les institutions tel que nous le constatons chez nous. Mais là-bas, nous remarquons que chaque institution joue parfaitement son rôle. Vous voyez, par exemple, je vais par exemple prendre le cas du Sénégal, lorsque Macky Sall a voulu modifier la constitution pour se représenter une troisième fois à la présidentielle. Certes, il y a eu la pression populaire, comme j'ai relevé dans mon premier point, mais le deuxième point, ça a été le Conseil constitutionnel, qui là-bas, bon, je ne sais pas si ça s'appelle Conseil constitutionnel, mais je vais dire le haute cour de juridiction, là-bas a joué son rôle. Là où chez nous, vous voyez vous-même, et ça, je n'ai trahi aucun secret, je ne manque de respect à personne, où le président du Conseil constitutionnel dit, je suis content du travail, que vous vous La- réjouissez du travail fait par votre père et la Mhm. victoire de votre candidat. Il le dit, voilà, dans une ambiance familiale, et voilà, cette vidéo-là est relayée dans les réseaux sociaux. Donc là, vous voyez que c'est affiché qu'entre le Conseil constitutionnel qui doit normalement jouer son rôle et le président de la République qui D'habite. doit aussi, voilà, qui doit jouer son rôle d'arbitre, vous voyez que là, il y a un concubinage incestueux flagrant. Avant ça, vous vous rappelez très bien qu'il y a eu une réunion d'une association. À la fin de cette association dans laquelle avait participé le président du Conseil constitutionnel, à la fin, dans ce qu'on peut appeler le mot, pas le mot, comme un rapport, comme le bilan de la réunion, on appelait à une motion de soutien au président de la République de se représenter. Le président du Conseil constitutionnel était là, à participer à cette réunion-là. Bon, après, a essayé d'expliquer comment son nom s'est retrouvé dans cette affaire. Les explications ne m'ont pas convaincu. Mais voilà un peu les deux aspects que je voulais relever. C'est-à-dire, pour me résumer, vous avez la société civile. Quand je dis société civile, je parle donc de ces peuples-là qui s'intéressent fortement à la chose politique. Et de l'autre côté, vous n'avez pas les hommes forts. Certes, vous en avez, mais surtout, vous avez des institutions fortes qui chacune joue son rôle tel que défini. Et donc, tout ça fait que dans ces pays-là, dans la plupart de ces pays-là, vous voyez qu'il y a une certaine alternance, une certaine démocratie telle que nous souhaitons qu'elle s'applique également au Cameroun. Nous ne disons pas que c'est une démocratie parfaite. Nous ne disons pas que c'est une démocratie aboutie. Mais nous disons que nous aimerons avoir dans notre pays cette forme de démocratie pour permettre aussi de discuter d'égal à égal avec nos frères de ces autres pays. Voilà tout ce que je peux dire d'entrée de jeu pour ne pas monopoliser la parole. Oui, justement, tu fais bien de rappeler cette alternance-là parce que de ce que certains Camerounais ont trouvé à répondre aux Sénégalais, c'était que bien qu'ils aient un semblant, là, je répète vraiment les mots et les commentaires que j'ai lus en ligne ces derniers jours, c'est bien qu'il y ait un semblant de démocratie et qu'en même temps il y ait surtout de l'alternance, on regrette malheureusement qu'un Sénégalais ne puisse pas parler à un Camerounais entre guillemets, et semble comme quoi il y aurait eu un peu de le président Paul Biya a réussi à faire sortir le Cameroun des accords centenaires, des accords historiques qui ont été biaisés et que le Sénégal jusqu'à ce jour ne réussit pas à faire le pas pour traverser un peu le cours d'eau, si on peut dire comme ça. Donc le Cameroun serait économiquement, pour emprunter le mot à certains, un peu mieux avantagé. Bon, je ne dirais pas que je partage cet avis, mais je tenais aussi à le relever juste comme ça pour nos auditeurs. Mais c'est pire aussi pour toi la question. Est-ce que, justement, parlant de l'Afrique centrale, est-ce que, pour être provocateur un peu, hein, l'Afrique de l'Ouest, c'est la région des coups d'État récurrents quand même. Ces dernières années, on a vu le Mali, le Burkina, le Niger avec l'AES qu'ils ont créé. Mais est-ce que cette prétendue stabilité des régimes de l'Afrique, est-ce que, pardon, la prétendue stabilité des régimes d'Afrique centrale
même s'ils sont figés, est-ce qu'elle n'est pas préférable à cette fragilité institutionnelle du côté de l'Afrique de l'Ouest? Ok, CWK, sur ce plan-là, moi je pense que en Afrique centrale, nous connaissons aussi des coups d'État, même s'ils ne sont pas toujours violents comme ceux que nous avons en Afrique de l'Ouest. Je prends le cas du Gabon, tout récemment. On a Oui. parlé d'un cas de coup d'État au Tchad. Même si la France ne prend pas ça comme un coup d'État pour eux, c'est simplement un accompagnement qu'ils ont fait au Tchad. Après la mort, chacun interprétera selon son camp. Chacun selon sa position. Qu'est-ce que je gagne? En fonction de ce que l'on gagne, on peut choisir de donner un mot à une situation qui est en train de se dérouler, de qualifier un fait en fonction de nos intérêts. La France n'a pas intérêt à dire qu'il y a un coup d'État si c'est elle qui vient adouber le fils de M. Idriss Déby, le président tchadien actuel. Ce que je vais dire, pour revenir à la question, c'est, moi, j'ai dit, c'était dans une publication, un commentaire, que la poule ne va pas débattre des affaires dedans, hein. Elle ne parle pas aux gens qui vont dedans. La poule, elle va se mettre à l'écart. Donc, je ne sais pas pourquoi, lorsque le Sénégal, s'ils ouvrent leur panel pour la démocratie, on va se lever, aller en parler, comme si on avait la pratique de cette démocratie-là. En Afrique de l'Ouest, lorsqu'ils parlent de démocratie, même s'ils ne parlent que de la face visible, qui est le changement du président à la tête de l'État, on ne doit pas vraiment entrer là à l'intérieur pour aussi de donner nos positions et autres. Permettez-moi juste, je veux que mon compagnon Tichari n'a pas voulu énumérer les cas, mais je vais vous dire que, je vais citer un peu quelques cas pour que vous compreniez à quel point nous sommes tellement loin, nous sommes éloignés de ces personnes. Il y a un handicap entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale en matière de démocratie. Et là, je prends juste la tête. Le Nigeria, depuis son indépendance, a connu 15 présidents. Le Ghana a environ 13. Le Mali a environ 8. Le Burkina Faso a environ 8. Le Sénégal, 5 depuis 1960. Quel pays en Afrique centrale a connu 4 présidents? Peut-être le Congo, le Congo, mais ce sont les coups d'État, c'est les mêmes qui reviennent à la tête de l'État. Ça veut dire Ipa y revient. Et on a Tshisekedi qui est en train de viser un 3e mandat. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas comment est-ce que les Camerounais, en fait, moi je vais écouter, je ne sais pas si les Gabonais sont intéressés au cas sénégalais. Je ne sais pas non plus si les Équatoriens guinéens ou les Gabonais se sont intéressés à ce qui se passe au Sénégal. Mais les Camerounais, moi, je pense que nous sommes dans le déni. Nous sommes dans un déni. On se voit très fort. C'est peut-être bien pour notre image, c'est bien pour notre branding, même pour notre mindset, de tous se dire que nous sommes le continent, nous sommes au-dessus des autres. Mais c'est à certains points sur lesquels nous devons sortir de notre déni. On doit se mettre dans le déni et vraiment se mettre dans la réalité. Lorsque un Camerounais, comme tu as dit tout à l'heure, dit, par exemple, que le président Pompidou a sorti des accords coloniaux qui étaient biaisés et tout, mais quand vous avez lu la signature, ça a été signé quand nous sommes sortis du franc CFA, qui nous tiennent par je vais dire, permettez-moi l'expression, qui nous tiennent par la ceinture. Le franc CFA nous tient par la ceinture. Nous ne sommes pas sortis de là. Est-ce que la France n'a pas son mot à dire? Est-ce que le Cameroun n'est pas toujours affilié au Quai d'Orsay? On doit être sérieux. Est-ce qu'en matière de visa, lorsqu'on veut voyager pour quitter le Cameroun pour les États-Unis, est-ce qu'on part directement? Est-ce qu'on fait pas escale à Paris? C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait peut-être escale en Turquie, mais avant, c'était Paris. On fait d'abord faire escale à Paris avant de continuer par autre chose dans le monde. Donc, je ne pense pas que le Cameroun soit sorti des accords coloniaux, à moins qu'on me brandisse, parce que je sais que le Camerounais, il est aussi très vantard. S'il fait un truc de bien, il va vous brandir ça au visage pour vous dire, voilà ce que j'ai fait. Ce qu'on n'a pas fait jusqu'ici, je pense pas que les accords coloniaux, on les a eu en ligne, tout le monde peut lire ce qui est marqué dans chaque article. Mais pourquoi à la rupture, on ne parvient pas à lire qu'est-ce qu'ils ont signé de nouveau? Peut-être qu'il a signé, peut-être, je sais pas, la rupture sur, je sais pas, la gestion des routes, hein. Là, on peut c'est un Cameroun de faire les routes, mais c'est de ce qui est du franc CFA, de la langue, nos programmes scolaires qui décident de nos vacances. Quand est-ce qu'on va en vacances? Quand est-ce qu'on commence l'école? C'est quand est-ce qu'on compose? Nous sommes arrivés au système français. Je ne pense pas que nous sommes sortis de là. Ce sont un peu notre déni. Ce sont vraiment notre déni. Nous n'avons pas de leçons à donner. Peut-être sur le plan théorique. Nous sommes très forts à l'école. On sait réciter ce qu'on a appris. Nous sommes très bons. Nous sommes docteurs, professeurs, agrégés, érudits même. À ce niveau, nous tenons les plus grandes institutions du monde.
en ce qui est de la théorie, mais de la pratique chez nous. Mais la Nous pratique, elle semble n'avons encore très éloignée de nos pratiques. nous n'avons pas un mot à dire au peuple de l'Afrique de l'Ouest. Nous n'avons pas un mot à leur dire. Nous voilà actuellement, voilà une constitution qui a été, on a marché dessus là. La démocratie, elle s'est mise à quel point? La séparation des pouvoirs, quel deuxième pilier? Elle s'est mise pour interpeller le président et lui dire non, vous ne pas changer la constitution pour nommer un vice-président qui certainement vous remplacera si vous partez. Donc, je pense pas que nous sommes un pays, nous ayons un mot à dire en matière de démocratie au pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, peut-être tu vas garder encore la parole pour justement embrayer sur la prochaine question avant que je ne passe également enfin la parole à Tchitcharoute pour parler aussi de l'avenir politique du Cameroun face à celui de l'Afrique de l'Ouest. Justement, tu fais bien d'évoquer le Camerounais qui est fier de lui, mais qui semble-t-il refuse de voir la réalité en face. Mais mis justement côte à côte, on a cette impression, on dira toujours il y a les boutiquiers sénégalais au Cameroun, c'est-à-dire que c'est eux qui se déportent pour venir vers nous, mais jamais, rarement l'inverse. Est-ce que ça ne veut pas dire que quelque part, l'Afrique centrale reste quand même une source d'attraction économique et que c'est simplement le côté politique avec nos hommes d'État qui est en train de pêcher? Euh, CWK, l'Afrique centrale est une attraction vraiment, c'est une attraction. Nous sommes le centre de l'Afrique, hein. On va le dire, nous sommes comme un carrefour. Tout ce qui veut passer, tous les déplacements en Afrique vont se faire par chez nous. Et jusqu'ici, nous ne parvenons pas à capitaliser dessus. Avant de pousser, j'ai aussi envie de rappeler que nous avons un lien historique avec le Sénégal. Notre président notre premier président repose chez eux. Donc, nous avons ce lien historique-là que nous gardons avec eux et je pense que nous allons le rompre de sitôt. Maintenant, pour revenir à la question, je dirais que nos hommes politiques, nous avons, en fait, nous, le Camerounais, en tant que politique, a besoin de formation politique. Et je pense que c'est dans l'alternance qu'on devait se former. Parce que s'il y avait alternance, s'il y avait une séparation des pouvoirs, en fait, s'il y avait ce semblant, ces bribes de démocratie-là, sur le long terme, le Camerounais aurait adopté cette façon de faire-là. Il faut changer les hommes au fur et à mesure. Mais nous n'avons pas pris l'habitude de changer les hommes au fur et à mesure à la tête de nos différentes institutions. Ce qui fait que nous sommes restés immobilisés et même dans nos compositions, nous avons de la peine à changer. Regardez nos partis d'opposition. Depuis leur création, est-ce qu'ils changent leur leader? Eux aussi se battent pour rester à la tête. Si c'est pas moi le parti, il va tomber. Regardez le passage en force que le président du SDF, le regretté Ni John Fungi a fait un passage en force pour nommer Joshua Oshi. Vous voyez que c'est pratiquement la même chose que le président Pogba veut nous faire actuellement en nommant déjà un vice-président. Donc, je pense que dans notre pratique en général, nous sommes en train de répéter un schéma. Nous sommes restés dans un système où il y a un seul dirigeant qui ne change pas. Et je ne pense pas que demain, nous aurons la volonté de vouloir changer même dans nos associations et autres. C'est toujours la guerre. Lorsqu'on parle de l'association, tel est le président, mais dès qu'il part, on constate que rien ne donne plus. Donc, c'est pas évident. Nos hommes politiques n'ont pas encore la maturité pour pouvoir tenir une démocratie que je dirais moderne. En tout cas, la question est très claire et on espère que nos auditeurs nous donneront leurs avis, leurs différents avis en commentaire. Ce sera avec plaisir on va les relayer lors de la prochaine édition. On va poser la dernière question pour fermer le sujet à Chicharito. On parle là de l'avenir du Cameroun surtout. Alors, le Cameroun se prépare à des échéances cruciales à l'horizon 2025-2027. Notamment, on espère qu'il devrait avoir des élections. Et dans ces élections que l'on espère justement, on a envie de se dire, euh, Chicharito, tu penses que pour ce qui est du Cameroun, on pourra tutoyer une transition démocratique à l'ivoirienne ou à la sénégalaise, par exemple? Ok, c'est le cas. Merci pour ta question. Avant de répondre à ta question, j'aimerais un peu revenir sur deux petits points
dans le propos précédent de mon copanéliste Sepiro. La première des Oui. choses, c'est quand il a parlé de l'attractivité de l'Afrique centrale en disant qu'on retrouve des Sénégalais, notamment au Cameroun. C'est un débat que j'ai souvent avec plusieurs personnes. Lorsque, par exemple, tu leur demandes, est-ce qu'il y a des, par exemple, est-ce que la France c'est un exemple que je prends, hein, est un pays, voilà, développé, et ainsi de suite, ou est-ce qu'il faut que les gens s'y rendent et tout. Bon, vous voyez aussi que dans le même temps, vous retrouvez des Français au Cameroun, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est parce que la France n'est pas un pays attractif, intéressant, ainsi de suite, ils se retrouvent au Cameroun. En fait, là, il faut plutôt voir que chaque personne individuellement, peut-être aimerait se sentir ailleurs. Voilà, il sait ce qu'il recherche. Peut-être au Sénégal, tu ne retrouves pas ce que tu es en train de rechercher, que tu retrouves au Cameroun. Et les Camerounais aussi, parfois, ils ne se retrouvent pas au Cameroun et vont, par exemple, aussi au Sénégal. Si vous avez suivi, il y a une vidéo qui a circulé cette semaine dans les réseaux sociaux où vous voyez une sénatrice tchadienne qui dit que les étrangers sont en train d'envahir, entre guillemets, son pays. Et parmi les étrangers dont elle cite des Camerounais. On voyait qu'il y a des Camerounais qui quittent le Cameroun pour aller s'installer au Tchad, par exemple. Récemment, vous avez En effet. suivi, bon, c'était peut-être passé, on a dit que c'était une fake news, mais vous avez vu que vous avez même des Camerounais au Cambodge. Bon, moi, quand je vois ça, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils vont faire au Cambodge? Mais vous voyez que chacun doit être libre. C'est ce qu'on appelle la liberté de circulation et la liberté de s'établir. Ça ne veut pas Exactement. dire que ça ne veut pas dire que c'est parce que son pays d'accueil n'est pas prospère ou quoi que ce soit. C'est peut-être parce qu'il a envie de quitter son pays, tout simplement. Parce que si je prends mon compagnon, c'est pire homo, ça veut dire que les Canadiens, par exemple, les Américains, et ainsi de suite, ne sortiront jamais de leur pays pour aller ailleurs. Parce que comme nous, ou bien les Chinois, par exemple, parce que ce sont les pays, par exemple, que ce soit la Chine ou les États-Unis, qui sont toujours classés parmi les deux premières puissances économiques. Et après, il y a les autres, que ce soit l'Angleterre, la France, ainsi de suite, qui est peut-être sixième ou septième, l'Allemagne, ainsi de suite. Vous avez dit que ces pays-là, jamais ne vont, aucun ressortissant de ces pays-là ne doit aller dans un autre pays. Parce que au niveau des pays, des puissances les plus développées, ben, ce sont ces pays-là. Donc, je voulais juste dire que c'est, voilà, je voulais juste apporter cette petite précision-là à mon compagnon, c'est Piro. Et après, lorsqu'il a parlé des partis politiques, où il disait que au niveau des partis politiques, il n'y a pas beaucoup d'alternance, ainsi de suite. Je voulais juste lui ajouter la précision que les partis politiques, là, c'est différent. Et je vous prends par exemple le cas d'un parti que j'aime bien suivre en France qui s'appelle La France Insoumise de Jacques Mélenchon. Depuis Oui. qu'il a créé le parti, c'est lui qui est le président du parti. Il est là, si je ne me trompe pas, à sa troisième ou quatrième présidentielle qu'il a fait en 2027. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que la France n'est pas un pays démocratique. Au moins sur le papier, on va dire. Après, dans les faits, on peut en discuter. Ça se Mais discute, voilà, oui. oui, dans les faits, on peut en discuter. Là, je peux vous donner des arguments pour vous montrer que dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Mais si vous voulez, ça peut faire l'objet d'un autre débat. Donc, je voulais juste rajouter ça. Et donc, maintenant, pour revenir principalement à ta question, lorsque tu parles de la transition politique au Cameroun, tu parlais des élections. Et ben, moi, je continue à y croire. C'est ce que j'ai dit précédemment. En fait, il ne faut pas que les Camerounais, que nous nous décourageons. Nous devons continuer à batailler pour espérer ce changement-là. Remarquez bien, et nous l'avons fait même le débat ici sur 237 Story, même dans nos forums ou forats, euh, que ce soit Facebook, WhatsApp, sur TikTok, et ainsi de suite, nous avons débattu longuement là-dessus. Nous savons tous, même si officiellement ce n'est pas ce qui a été dit, mais nous savons tous qui a gagné techniquement, sorti des urnes, les élections. Je veux dire, ce n'est pas juste une perception, ce n'est pas juste un sentiment. Nous avons vu les images de, du ministre du Travail
dans leur QG, je crois, le lendemain de ces élections. Nous avons vu la mine qu'il avait. Nous avons discuté avec nos amis, camarades, nos connaissances qui sont du parti RDPC. Ils savent, nous savons, qu'ils savent que nous savons que ce qui s'est passé a été, voilà, c'était grave. Et donc, nous devons continuer, c'est ce que nous faisons par exemple sur une plateforme comme celle-ci, c'est de continuer à éveiller la conscience des Camerounais. Il y a encore beaucoup de Camerounais qui refusent de s'engager parce qu'ils estiment que s'engager signifie prendre la carte d'un parti politique. S'engager peut aussi signifier tout simplement avoir sa carte d'électeur, voter et suivre son vote. Donner son avis. Donner son avis, ça c'est suffisant. Ça ne veut pas forcément dire s'engager dans une formation politique. Quand on a parlé aussi au tout début du sujet sur l'Afrique de l'Ouest, quand je donnais mes 2 points que j'avais retenus, j'avais parlé de la société civile. S'engager peut vouloir aussi dire faire partie de la société civile. Société civile assez forte, structurée et organisée. Donc, les élections de 2025 nous ont montré que c'est possible. Je veux dire, nous tous qui suivons un peu l'actualité politique du Cameroun, qui débattons ici sur 237, nous savons que ça a été possible en 2025. Et que si c'est possible en 2025, vous voyez que au niveau des différentes élections, ça va de report en report. On sait qu'ils ont besoin de se restructurer, de souffler un peu, mais tôt ou tard, ils seront dans l'obligation de convoquer les élections. Et quand ils vont le faire, il faudrait que nous soyons prêts. Donc moi ici, Bon, mais quel est... toujours est-il qu'on ne sait jamais, hein, peut-être qu'ils ne convoqueront jamais les élections. On est bien après pratiquement un an Non, déjà, sans tu veux par avoir un là nouveau dire quoi? gouvernement. Qu'ils vont faire... Même quand tu dis jamais, ça veut dire Non, qu'en... je n'affirme rien, mais sur les faits, ça fait quand même bientôt. On a eu les élections en octobre, et je pense que octobre, c'est dans pratiquement 4 mois par là, et on n'a pas encore le gouvernement. Je suis d'accord avec toi, ces 2 cas. Chacun Mais fera nous son sommes en... analyse. On peut aussi on peut faire de report en report du mandat des élus locaux Je et ne suis plus d'accord jamais avec faire toi. d'élection. Et en 2032, on fait comment? On sera bien obligé de voter à un moment. Parce que là, Voilà. ce sera déjà, on Donc, aura l'obligation de convoquer le corps électoral. c'est ça que je veux expliquer à nos auditeurs, nos auditeurs. À un moment donné, ils vont organiser les élections. La question maintenant que nous devons nous poser, c'est sommes-nous prêts? C'est-à-dire que s'ils se lèvent là, ils nous créent des embuscades, comme ce qu'ils nous ont fait avec, voilà, je n'ai pas envie de refaire l'histoire, mais comme ils nous ont fait en 2025, ils ont fait une embuscade, nous n'étions pas préparés. Est-ce que si nous refont la même embuscade en 2026, 27, 28, est-ce que nous sommes prêts? Donc, j'ai envie de dire, c'est là notre préoccupation, c'est là où doit être notre point focal d'attention. OK, on va débattre de plein d'autres choses, mais restons quand même focalisés sur l'essentiel. Continuons à nous inscrire. Récupérons nos cartes d'électeurs. Il y avait le docteur Simono qui disait, inscrivons-nous d'abord. J'ai envie de dire, récupérons aussi nos cartes d'électeurs d'abord. Et après, on va voir ce qui va se passer. Mais on est bien obligé. À un moment donné, on disait aussi, on veut voir nos enfants grandir. Tout à l'heure, dans l'introduction, quand tu parlais des différents sujets qui nous ont marqués, tu es encore revenu sur une histoire, sur un nouveau cas de viol. C'est-à-dire que nous refusons de faire la politique, de nous engager, parce qu'on veut voir nos enfants grandir. Mais pendant ce temps, on est en train de détruire nos enfants. Que faisons-nous donc au final? Est-ce qu'il ne faut Voilà. pas prendre au moins le risque de s'engager pour préserver au moins la vie de nos enfants? Je parle là comme ça à ceux de ma génération qui sont déjà potentiellement parents ou futurs parents. Est-ce qu'on va continuer comme ça à nous défiler, à remettre sur les, comment il va dire ça, les combats que nous pouvons mener aujourd'hui, à remettre ça sur le dos de nos enfants, nos petits-enfants? J'ai envie de dire à un moment donné, stop, sortons de notre torpeur et essayons d'avancer, essayons de faire bouger les lignes. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de vous engager dans la politique. Vous n'êtes pas obligé de sortir et de marcher. Mais il y a des petits gestes que vous pouvez faire, comme voter, comme encourager ceux Suivez son qui vote. Voilà, suivez son vote. Mais même aussi comme encourager ceux qui se dépensent sur le terrain, en finançant aussi. C'est aussi un acte pour encourager.
Tu n'es pas sur le terrain, mais il y a certaines personnes qui sont sur le terrain, qui se font par exemple arrêter, vont en prison, et tu aides en finançant, qui sont arrêtés et qui ont besoin de payer les frais d'avocat. Tu aides aussi dans ce sens-là. Donc, il y a plusieurs manières d'aider. Chacun à son niveau doit faire son rôle. Nous, ici à 235 Tori, nous avons une plateforme qui nous donne l'occasion de nous exprimer. Nous essayons de faire notre part. Nous demandons aussi à nos frères qui nous écoutent à travers le monde et principalement au Cameroun de jouer aussi leur partition. C'est ensemble que nous allons arriver à quelque chose, à cet idéal-là que nous recherchons. Et pour terminer, en 30 secondes, j'aimerais que Oui. tu lances une thématique qui, moi, me tient à cœur. J'espère peut-être que, si c'est possible, que tu réfléchisses sur cette problématique, ce débat qu'il y a entre les pro-Tiroma et les pro-Camto aujourd'hui. Si tu peux nous lancer un débat C'est vrai que là-dessus. c'est intéressant de parler de l'opposition camerounaise qui Voilà, semble fractionnée, parce qu'on se exact. demande finalement, on se demande s'il y a vraiment des opposants au Cameroun, parce que quand des opposants se tirent d'abord dessus, alors qu'ils devraient faire corps peut-être pour attaquer uniquement du Moi, côté du parti qui est au pouvoir, bon, on se pose des questions. moi, je dois t'avouer que cette situation commence à m'exaspérer. Moi, je pensais que ça allait durer 2, 3 mois, on allait passer à autre chose. Contrairement d'habitude où on dit un buzz par semaine, ce buzz-là, il dure un peu depuis trop longtemps. Donc, si on peut avoir un débat où on peut donner notre avis là-dessus, bon, à notre niveau, pour essayer de Pour donner, trancher oui, ce pour donner débat-là. ce qu'on pense, oui. Exactement. Voilà, alors Donc, voilà ce que je pourrais dire. d'accord. On dit souvent que l'occasion fait le larron. Ça nous permet d'annoncer à nos auditeurs que lors des deux prochains enregistrements, eh bien, on ouvrira on ouvrira les débats. Eh bien, on aura nos questions habituelles, mais on permettra à ceux qui veulent intervenir de pouvoir prendre la parole et de dire ce qu'ils pensent, que ce soit en anonyme ou bien simplement en se présentant, il n'y a pas de problème. On n'aura pas de tabou. On n'insulte pas les gens ici, comme on dit souvent. Chacun donne des arguments qu'il peut défendre et on avance. Du moment où on fait avancer le pays, on a l'impression que, on a aussi fait quelque chose de bien. On va surtout évoluer dans notre débat, mesdames et messieurs, en parlant d'urbanisme ce soir. Yaoundé, la capitale du Cameroun, est sous les eaux. Principalement, on va parler du centre-ville, de la poste centrale, que ce soit l'avenue Kennedy, et plus principalement de l'axe Acropole-Vombi, où il y a eu inondation, si on peut dire comme ça. Donc, la question, elle revient depuis des années. Comment est-ce qu'il faudra organiser le drainage des eaux des pluies une fois qu'il y a des fortes pluies? Et comme je le disais à l'entame de cette émission, il y a coupure dans plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé et plusieurs quartiers également dans la ville de Douala. Mais les fortes pluies pourraient aussi être à l'origine. Comment est-ce que donc on gère l'eau l'eau qui vient en excès? C'est la grande question sur laquelle on va se pencher actuellement et c'est Pierrot, c'est à toi que je vais passer la parole pour la première question justement. Des milliards de francs CFA ont été investis dans différentes phases d'un projet qu'on avait appelé le projet PADI. Le projet PADI, c'était le projet d'assainissement de la ville de Yaoundé. Et justement, avec ce, on a dit, en fait, on a l'impression que c'est un autre gouffre à sous, mais quand on a vu combien les milliards sont partis, comment est-ce qu'une pluie de 2 heures de temps peut encore transformer le boulevard, bon, pas le boulevard du 20 mai seulement, mais l'arrière du boulevard du 20 mai, c'est l'avenue Kennedy, mais comment est-ce qu'une pluie en 2 heures de temps peut remplir toute la cité capitale? Comment est-ce qu'on peut encore expliquer ça en 2026, c'est Pio? CWK, vous allez me permettre de rire de notre situation, pas pour me moquer des populations de Yaoundé, mais en fait, c'est un rire qui cache un mal-être et un malaise lorsque je parle de la capitale de mon pays. Parce que moi, je suis à Douala et je visualise les secteurs Difficulté. que tu annonces, qui sont actuellement sous les eaux. Et ça me fait rire, mais mon rire est plutôt l'expression d'une douleur. Parce que je me pose bien la question, comment est-ce qu'on fait pour être en 2026 en train de vivre de pareilles situations pour des secteurs où on avait déjà pensé, mis sur pied des projets financés et on n'a pas de changement. C'est pour ça que moi, j'ai dit que j'en ai un peu marre qu'on parle de tout un des éléphants blancs au Cameroun.
C'est vrai que les inondations, comme diraient les Camerounais qui sont dans le déni, arrivent partout. Même en France, il y a les inondations. À tout fait, il y a des inondations. Oui, ça arrive partout. Mais pourquoi on ne peut pas aussi être l'exception? Que l'on dise que, bon, ailleurs, il n'y a pas d'inondation. Il faudrait que ça arrive un jour. On pourrait pas qu'on prenne l'exemple de peut-être ce qui ne marche pas pour essayer de justifier notre situation. Pourquoi les inondations? Moi, je pense que Yaoundé est arrosé par le Mfundi, c'est ça, non? Le Mfundi. Exactement. Donc, C'est le ok, Fundi moi, qui, tout le département du Yaoundé, voilà, toute la ville, pardon, qui, c'est le département du Fundi, justement. ok. Le Mfundi, c'est une rivière, c'est un fleuve, c'est une rivière. Bon, c'est une rivière, la rivière Fundi, euh, qui contourne toute la ville de Yaoundé, pratiquement. D'accord. Moi, il y a la question que je pose, parce que je pense que lorsqu'on draine suffisamment le lit d'un cours d'eau, on l'empêche de sortir sans être expert dans les questions d'urbanisation et autres. Je pense que si on avait bien drainé le Mfundi, qu'on avait bien construit les drains tout autour, en fait, tous les drains qui parcourent toute la ville de Yaoundé, qu'on s'était concentré premièrement au ramassage des ordures. Que par d'ordures, ici, il ne s'agit pas des pots de banane, des déchets ménagers, mais des matières plastiques. Parce que ce sont surtout elles, tant qu'elles ne se dégradent pas, elles vont s'accumuler, elles vont bloquer. Les déchets organiques, ils vont se dégrader et ils partent très vite. Mais les déchets plastiques et autres textiles que nous jetons dans la ville de Yaoundé contribuent énormément à la situation que Yaoundé est en train de vivre actuellement. Il y a le cas aussi des constructions anarchiques. Je ne sais pas si à Yaoundé, il y a un véritable plan d'urbanisation qui est mis sur pied et qui est respecté. Je ne sais pas si on respecte réellement le plan d'urbanisation dans Yaoundé. Parce que les gens construisent pratiquement dans Yaoundé. Et pas seulement les populations, mais également des riches. On voit des très grandes maisons qui ne peuvent pas construire en Camerounais. Là, on a le nom des personnes qui construisent ces maisons-là sur des routes où les grains devaient passer. Et aujourd'hui, lorsqu'il pleut, à peine 2 heures de pluie, on s'étonne que le centre-ville de Yaoundé soit sous les eaux. Donc, moi, je pense que c'est un peu choquant que ce soit la vitrine, la ville qui est censée être notre vitrine, qui soit dans ce piteux état. Et chaque année, on se le répète. Et on est un délégué du gouvernement. C'est le ministère de l'Habitat, vie, l'environnement, tous ces ministères, à quoi est-ce qu'ils servent donc à la fin? L'urbanisme. Tiens. À quoi est-ce qu'ils servent quand ils sont dans la ville là? Ils se disent que voilà le travail pour lequel j'ai été nommé en 2018. Nous sommes en 2026, 8 ans après. Tu as le même problème et tu ne te questionnes pas. Moi, comme je vous l'ai dit au départ, lorsqu'on parlait de ce cadre, c'est le système qui peut changer. C'est le système qui cause ces inondations-là. Je ne veux pas accuser la nature. Parce que l'homme parvient quand même à contourner certains trucs. Mais si on ne peut pas savoir que c'est le système qui a problème, l'évacuation ne peut pas se faire quand on n'a pas de rigole, quand on n'a pas de graines qui sont conçus aux normes. Si je prends le cas de Douala, Douala actuellement n'est pas à 50% des kilomètres en matière de graines qu'il faut pour cette ville. Et le peu qu'il y a ne sont pas à la profondeur ni à l'écart requis. Donc les gars ont fait ça, ils ont créé les femmes. Ce qui fait on se retrouve avec des maisons qui sont constamment sous la menace des eaux. Dès qu'il pleut à Douala, toi, tu passes à côté d'un drone, tu marches à côté de l'eau. C'est vrai que dès qu'un enfant fait un faux pas, l'eau l'emporte. Parce que l'eau est à fleur. L'eau est à fleur. Tu mets mal le pied sur le pont. Ici à Bonamou Sadi, par exemple, ça, le Bonamou Sadi. Lorsqu'on va au travail le lundi où il a plu, la moto traverse le pont de Bonamou Sadi dans l'eau. Un pont qui est construit vraiment là en bas. Là en bas, on construit le pont. Je peux dire, au niveau du cours d'eau, ça on fait le pont. On veut le surélever. Donc, je ne sais pas comment nos ingénieurs pensent, mais on a un problème. Moi, je pense que ceux qui sont devant là, ils ont un véritable problème avec nous, les Camerounais. On ne sait même pas s'ils ont conscience du pays qu'ils sont en train de diriger et des populations. C'est un peu choquant de ne pas les rendre ainsi, mais c'est notre réalité en 2026. Une réalité à laquelle on va s'adapter, mais on accuse souvent la communauté urbaine ou bien le ministre de l'Habitat, mais
qu'en est-il aussi de la responsabilité des citoyens? C'est puis on revenait de le relever. Les lits des cours d'eau, comme le font justement, qui sont bouchés par les bouteilles en plastique. Il y a les constructions anarchiques. Il y a surtout les zones marécageuses. Est-ce que tout cela ne condamne pas Yaoundé à avoir constamment une inondation qui va être... Mais c'est vrai qu'à vous poser là une très bonne question, le rôle du citoyen, mais malheureusement, c'est un peu comme le sujet précédent sur l'économie où on parlait de la Socadelle. Moi, je fais le parallèle entre la Socadelle et le citoyen que vous venez de pointer du doigt. Et Mhm. je fais ce parallèle par rapport à ce que j'avais précédemment dit sur la Socadelle. C'est qu'on, tout ces, la Socadelle, le citoyen évolue dans un environnement. Si l'environnement est pollué, comment vous faites pour ne pas être pollué, pour ne pas être contaminé vous aussi? C'est-à-dire que on vit dans un environnement où vous avez les bacs à ordures. Ok, nous savons qu'il y a des incivilités, d'accord, ça je l'admets, je vous l'accorde là-dessus. Mais partons du principe que vous avez des bacs à ordures, que le citoyen va déverser ses ordures dans ces bacs. Ces bacs-là ne sont pas enlevés, ça stagne. Il fait donc quoi, le citoyen, par rapport à ses ordures? Il les met où? Vous en avez d'autres qui vont dire, bon, je vais peut-être brûler, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais la majorité ne va plus réfléchir dans ce cas-là. La majorité va dire, je les dépose là où je peux. De toutes les façons, comme c'est sale, comme ce n'est pas nettoyé, voilà, on continue dans la même mécanique. Si à côté, Ça voudrait dire que la responsabilité du citoyen est d'abord plus élevée et que c'est peut-être l'impact sur le long terme qui revient fortement au visage. C'est-à-dire, on se dit qu'en lançant une bouteille, ça va aller, mais en lançant une bouteille en route, c'est plusieurs bouteilles qui sont lancées et ainsi de suite. Et après, ce sont finalement les fameux drains qui sont même bouchés. moi, je dirais non, c'est le cas. Et je vais un peu Et, vous parler d'une expérience vécue dans un pays étranger. Quand Mhm. vous allez dans un pays étranger, vous remarquez par exemple que dans certains pays, vous avez des bacs à ordures. À chaque coin de rue, vous trouvez un bac. Ça signifie quoi? Ça veut dire, on dit que la mairie, par exemple, ou l'État, la collectivité, a déjà pensé en amont à mettre des bacs. Maintenant, il reste aux citoyens de faire sa part. Ça ne veut pas dire que vous ne trouvez pas des ordures à même le sol. Et ça veut plutôt dire que ces ordures à même le sol deviennent plutôt des exceptions. C'est-à-dire que c'est des comportements, des incivilités que je dirais manifestes. Parce que les bacs à ordures sont là, sont vides. Si le bac à ordures à 1 mètre, 5 mètres de toi est plein, il y en a un autre à 10, 15 mètres. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais en général, on a prévu de manière à ce que les ordures puissent être mis dans des bacs. Et parfois, certains pays vont plus loin. On a prévu le recyclage des ordures. Donc, vous voyez qu'à notre niveau, on n'est même pas encore à cette étape-là. On est encore au niveau de la collecte. Donc, si on s'en tient uniquement à la collecte, le citoyen a sa part de responsabilité. Je ne vais pas le dédouaner. Mais pour moi, la responsabilité première revient d'abord à la collectivité, à la mairie, par exemple, ou au ministère de l'urbanisme ou quoi que ce soit. C'est d'abord lui qui doit Est-ce que ce n'est pas organiser. aussi un appel à la conscience des citoyens qui devraient, peut-être, justement, si la communauté, il a bien que la communauté place des, des bacs à ordures un peu partout dans la ville, est-ce que ce ne serait pas aussi de la responsabilité du citoyen en ce moment de pouvoir mieux gérer déjà ses ordures, même si on se plaindrait après qu'Isaac en a pas ramassé, mais l'idéal ne serait-il pas aussi que le citoyen s'aligne, si je peux dire ainsi? Je suis parfaitement d'accord avec toi sur le cas. Mais là où je voulais montrer la limite du citoyen, c'est une fois que, c'est ce que je disais, ne prenons pas les incivilités. Partons du principe que le citoyen va jouer son rôle. Une fois que c'est mis Mhm. dans les bacs, une fois que c'est mis dans les bacs installés euh, comment j'ai oublié le nom. Tu viens de donner le nom
de la structure pas Isacam, voilà, excuse-moi. Oui, Une fois que de c'est la mis dans société les qui bacs, gère les ordures. oui, une fois que c'est mis dans les bacs installés par Isacam, qu'est-ce qui se passe après? Quand tu reviens dans 3 jours, 4 jours, et que les bacs débordent, tu fais quoi? Tu rentres chez toi Ouais, avec tes c'est peut-être ordures. où il faudrait penser à une politique de recyclage, penser Oui, à une mais meilleure politique de gestion de nos ordures. Peut-être qu'on tout à fait, devrait mais asseoir ça, ce encore n'est ça. pas le citoyen. Parce que si Euh, on en arrive là, ça veut donc dire que le citoyen devient, comment il veut dire ça, commence à prendre en Il remplace charge, l'État. remplace l'État tout simplement. Parce que on va Oui, rentrer, tout à l'heure on a parlé de l'électricité. Ça veut donc dire que si la Socadelle est défaillante, le citoyen commence à se débrouiller tout seul. S'il a un problème au niveau des ordures, il se débrouille tout seul. S'il a un problème au niveau des hôpitaux, il se débrouille tout seul. Bon, au final, ces impôts, il les paye alors à qui? voilà. Est-ce qu'on crée donc un État dans l'État? si vous permettez, si vous me donnez même 2 minutes, s'il vous plaît. Bien sûr, bien Euh, sûr. Sur la question de la gestion des ordures, notamment ce qui concerne l'enlèvement des ordures, il y a environ 3 ans, je me suis intéressé à ce mouvement-là dans la ville de Douala. Et je pense qu'à cette période, on disait que la ville de Douala produisait environ 300 tonnes d'ordures par jour. Mais le contrat qui avait été passé par, je pense, la mairie de la ville et Isacam, c'était qu'Isacam devait enlever environ 160 tonnes par jour. Vous voyez un peu, ce qui fait que dans notre ville, on avait pratiquement 40 à 60 tonnes qui restaient là toute la journée. Et vous voyez que l'accumulation de 60 tonnes-là, si chaque jour, il porte, on suppose qu'Isacam doit la produire peut-être que 200 camions d'ordures, qu'Isacam n'enlève que 140. Il manque 60 chaque jour. Si vous faites les 60 160. là, vous voyez, si on fait 60 là, sur peut-être un mois, ça veut dire qu'à un moment, on constate qu'on ne parvient plus à tenir. Lui, il tient son contrat. On va l'accuser, mais on ne va jamais regarder quel est le contrat qu'il a passé avec les institutions. Donc, c'est un problème que je m'étais intéressé à ça et j'ai constaté que voilà le problème de nos mairies, de nos villes sales. Moi, je ne pense pas que le citoyen camerounais soit inconscient du cas dans lequel il vit. Et si soit il arrive à jeter les ordures au sol, oui, il y a toujours ces personnes-là qui n'ont pas le sens, qui ne doivent pas vivre en ville, comme je dis souvent, ils ne doivent pas rester en ville. Il y a des personnes comme ça qui ne sont pas faites pour la ville. Ils, Maintenant, ils moi, je doivent prends aller le où, cas. c'est plus haut. Non, il y a des gens qui ne sont pas faits, qui sont pas faits pour la ville. Ils doivent aller en campagne. Bon, on vit aussi en campagne. La ville, Et la ville demande une certaine conduite. Et désolé de le dire ainsi, c'est peut-être la dégradant. campagne aussi, c'est plus haut. Pardon. Oui, C'est pire. oui. Quand je suis au village, par exemple, il y a un gros trou derrière ma maison où je jette mes ordures. Mais à Douala, je ne peux pas jeter mes ordures derrière la maison. Je ne peux pas faire un trou derrière la maison où je vis, où je jette les ordures. Donc, c'est certaines personnes, à Douala, où je vis, par exemple, les gens qui prennent leurs ordures, ils vont, ils déposent en route et ils se tournent, ils partent. Donc, ça ne les dérange pas. Ces personnes ne sont pas faites parce que la ville demande un certain civisme. Donc, comme je disais tantôt, moi, peut-être, j'ai fait peut-être que Limbe, j'ai fait Bamenda, j'ai été à Boya. Ces problèmes qu'on a du traitement d'ordures, on ne les a pas dans ces villes-là. Les villes sont propres. Mais posez-vous la question, pourquoi? La Est-ce question que de c'est peut-être la pourquoi. densité de la population aussi qui dérange? Est-ce que le gouvernement n'a pas pris la pleine mesure de sa population pour savoir qu'à tel moment, je devrais, par exemple, si la population est en train de grandir et le recensement général qui est fait actuellement nous le dit encore, ça veut dire que je devrais aussi prendre des mesures, savoir que le tonnage, par exemple, des ordures ramassées doit drastiquement augmenter. Oui, comme je dis encore, c'est le problème, il est multisectoriel. La population doit aller en train de grandir moi, je vous dis, actuellement, les gens vont déjà se construire dans les PK20, PK24, il y a dans la ville là-bas, PK27. Donc, vous partez dans le coin où avant, c'est la forêt, mais les gens, ils vivent déjà bientôt. Peut-être doit avoir rejoindre Yabassi, ça va devenir, peut-être, je ne sais pas, ça s'appelle ça métropole. Si on peut appeler ça métropole, vu que Douala, d'abord, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais ça va devenir un très, très grand bidonville. Et ça sera d'autant plus difficile à gérer. Donc, pour couper court, moi, je dirais ceci. Isaac, quand même, qui est la société même qui doit se charger de l'enlèvement des ordures, mais elle fait face à des crises et les retards de paiement. Souvent, comme ça, Isaac a de travail. On doit voir les camions tourner dans la ville. Ils font le service minimum. Ça veut dire qu'ils ramassent dans je vais dire les points, permettez-moi, les points centraux de la ville. Ils vont ramasser auprès des Oui. hôpitaux, des administrations, les quartiers reculés, ils s'abandonnent. Ils attendent que l'État les paye. Le jour où l'État va payer, ils reviennent sur le terrain trouver des montagnes d'immondices.
Et là, ça devient un problème à gérer. Isaac comme lui-même, lorsqu'on rentre dans sa gestion, les chauffeurs démissionnent tout le temps parce qu'ils ne sont pas payés. Donc, c'est multisectoriel, le problème de la gestion d'ordures et d'assainissement de nos villes. C'est multisectoriel. Chaque sujet que vous allez pointer est responsable et a une bonne part à l'intérieur. Donc, si vous me permettez de proposer deux solutions, moi, j'ai traîné dans la zone industrielle ces jours-ci et j'ai constaté qu'il y a des gens qui font dans le recyclage qui sont en train de naître. C'est vrai que c'est pas, on n'a pas encore formé la population au tri sélectif. Déjà, vos ordures plastiques, vous les mettez dans tel compartiment, mais auprès des poubelles dans nos villes aujourd'hui, à Douala, on constate qu'il y a des gars qui sont assis, qui jettent vos ordures, ils ramassent vite les bouteilles, ils mettent à côté pour vendre à ces entreprises qui font le recyclage. Je pense que c'est une piste de sortie. Si on parvenait comme ça, ces gars ont des grands filets qui ressemblent un peu à des moustiquaires. Oui, c'est généralement dans les points de récupération des déchets ménagers, mais bon, je pense que il faudrait encore penser à une manière beaucoup plus industrielle. Je pose peut-être la prochaine question à Chicharito avant de te relancer également, c'est Pierrot. Alors, face au changement climatique, justement, Chicharito, qui s'intensifie avec la saison des pluies, est-ce que Yaoundé est encore gérable dans l'État? Est-ce qu'il ne faut pas une thérapie de choc, quitte à raser même des quartiers entiers qui sont non constructifs? Ou est-ce qu'on doit simplement accepter que la capitale politique à Monnaie soit devenue une ville sinistrée, si on peut exagérer? La question que tu poses là revient à quasiment à la même problématique que tu as soulevée sur les ordures tout à l'heure et où je parlais de la responsabilité. Pas, je ne minimisais pas la responsabilité du citoyen, mais je disais la responsabilité première revient à l'État qui est censé d'organiser et de gérer. C'est la même problématique que tu poses. Je te pose toi-même là, je te retourne la question, juste un peu de manière, voilà, pour un débat interactif. Tu es Oui. censé gérer un espace de 1000 mètres carrés. Tu es censé le gérer. Tu l'abandonnes. Tu pars, tu quittes le pays, tu vas à l'étranger. Tu reviens, tu trouves que les 1000 mètres carrés que tu étais censé gérer sont occupés. Tu as là des familles, c'est occupé, ça t'appartient les 1000 mètres carrés, mais tu n'étais pas là. Et tu reviens, tu trouves des personnes qui sont établies. Tu es parti à l'étranger pendant 5 ans. Tu reviens, tu trouves des familles établies qui vivent là depuis. Et tu décides, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas décider de les casser. Mais pour les amener où? C'est la problématique à laquelle fait face l'État aujourd'hui. Mhm. L'État a laissé les gens s'établir de manière anarchique. Et l'État ne peut pas dire, je vais vous casser, je vais vous laisser partir. Il le fait souvent, mais il ne peut pas le faire tout le temps. Parce que c'est lui le principal fautif. Tu vas ces personnes que tu souhaites casser aujourd'hui, c'est pour les recaser où? Tu n'as aucune solution. Tu n'as pas prévu en amont qui ne s'y installent pas. Et tu n'as pas de solution en aval où tu peux les reloger, les relocaliser. Donc, tu te retrouves coincé. C'est la raison pour laquelle je parle peu du citoyen et beaucoup de nos dirigeants. Parce que c'est eux qui sont censés organiser. C'est eux qui sont censés prévoir. Aujourd'hui, tu parlais du recensement. Tu l'as évoqué brièvement. Je reviens dessus Oui. parce que c'est pour la continuité de mon argumentaire. Tu parlais d'un recensement. Si tu as bien été au fait et si les copanélistes ou bien les auditeurs étaient au fait, le recensement a été prolongé. Pourquoi? Parce que dès ses débuts, les agents recenseurs ont abandonné le travail. Certains n'y allaient plus sur le terrain parce qu'ils réclamaient des primes impayées, qui estimaient que le travail est fastidieux. C'est clairement le salaire qui leur a été promis et qui semble qu'il aurait déjà été décaissé. Voilà. Mais d'autres aussi disaient que, bon, comme je ne suis pas bien payé, bon, on avait des doutes sur la qualité qui allait ressortir de leur travail. Sur un plateau, j'ai regardé un plateau de Kinox One, on a interviewé les panélistes qui étaient là. Je crois qu'il y a un seul qui a été recensé ou qui a vu un agent recenseur passer dans son domicile.
tous les autres n'étaient même pas au courant qu'il y avait recensement. Et je vais dire, tout ça, je mets ça dans mon argumentaire pour montrer à quel point c'est l'État qui doit organiser. Comment vous expliquer qu'en 2026, on envoie encore les gens se balader dans les maisons pour demander qui est là, qui n'est pas là, alors que nous avons les chefs de quartier, alors que nous avons les maires, alors que nous avons les sous-préfets. On les appelle les chefs-terre. Donc ces gens-là sont les chefs-terre, mais ne connaissent pas les gens qui vivent sur leur terre. Je vais dire à un moment donné, parfois, je me demande même qui sont même les gens qui nous dirigent. Parce que même dans leur manière d'agir, tu ne sens même pas l'intelligence de l'exécution des tâches qui leur incombent. Je vais dire, comment on peut encore expliquer qu'en 2026, on a les gens qui sont là, dehors, en train de venir frapper chez toi pour dire combien de personnes vivent ici. Si tu n'es pas là, ils vont chez le voisin. Et le voisin dit, bon, chez ton voisin, là, combien de personnes sont là? En 2026, comment est-ce qu'on fait encore les choses comme ça? Donc, on n'a même pas d'idée ingénieuse pour mieux faire. Et donc, ça va dans le même sens que tu as posé par rapport à la ville de Yaoundé, où tu disais, est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, déguerpir les gens? Je pense que non, ce n'est pas la solution. La solution aujourd'hui, c'est de prévoir, c'est d'anticiper. Vous voyez des personnes qui parfois faussent les données en se disant que c'est pour, ne, pour, voilà, pour que l'opposition n'ait pas accès à ces données-là. Mais au final, ils ne font rien avec les données qu'ils ont. Parce que les données, par exemple, sur la démographie, devaient leur permettre de planifier une ville comme Yaoundé, une ville comme Douala et les autres villes également. Donc, on reste là, personne ne sait combien de Est-ce que personnes selon vivent à toi, ça Yaoundé. veut dire que c'est la planification qui est, qu'on a trop péché au niveau de la planification? Mon très cher frère Sylvain, toi, tu penses que c'est quoi? Parce qu'on voit quand même, il y a des projets qui sont lancés pour assainir la ville. Il y a eu des fois où, moi-même, je me rappelle, hein, à l'époque, quand j'étais encore étudiant et qu'on passait dans la ville, il y a quand même eu une construction de toute une voie qui quitte de la poste centrale, traverse derrière le bâtiment de la Sonnelle, sans publicité, qui continue encore jusqu'après Olezoa. Et c'est un drain vraiment géant. Bon, c'est vrai qu'à un moment, on s'est malheureusement, le malheur faisant autre chose, on s'est mis à retrouver des corps des gens parfois là à l'intérieur, soit parce qu'ils étaient emportés par les eaux, soit parce qu'il y avait eu des assassinats. Mais mine de rien, c'était quand même prévu pour canaliser toute cette eau-là. Parce que c'est vrai que la furie des eaux, c'est un peu dur à contrôler, mais chaque super maire qui est venu, ou bien chaque maire a toujours dit, je vais réguler la situation, mais on a l'impression que finalement, ça devient des discours politiques juste pour être retenu à la fin. Alors, c'est bien, quelle pourrait être la solution, ou plutôt une proposition de voie de sortie à cette manière de Dame Pluie à ridiculiser un peu les citoyens de Yaoundé. Euh, la première chose à faire, c'est de réfléchir à un système d'évacuation des eaux. Parce que c'est l'eau qui stagne. Il faut qu'on doit savoir où diriger cette eau qui tombe du ciel. Ça, c'est la première. En fait, elle résume même tout. Hein. Maintenant, à l'intérieur, on va trouver qu'il faut peut-être approfondir et revoir l'écartement des drains. On va peut-être drainer le lit d'une fundi. En fait, c'est tout. Hein. Et peut-être aussi éviter les conditions anarchiques dans les bas-fonds. Parce que les gens construisent dans les bas-fonds, certains dévient la route Mhm. de l'eau. Donc, je pense que, premièrement, c'est une question à se poser. Où doit aller l'eau lorsqu'elle est tombée du ciel? Dès qu'on a trouvé son passage, Et peut-être nettoyer les caniveaux. Simplement nettoyer les caniveaux aussi. tout ça rentre à l'intérieur. Après le caniveau, il faut bien que le caniveau envoie l'eau quelque part. C'est dans les drains. Si les caniveaux, eux, ça ne suffisent pas. Ou sont dans les bas-fonds. Exact. Oh, si l'eau va dans les bas-fonds, l'eau va dans les bas-fonds trouver des maisons, il y a inondation. Parce que si les bas-fonds sont pas occupés, l'eau va traverser les bas-fonds tranquillement. Mais si les bas-fonds sont tous occupés, je ne pense pas qu'on parle d'inondation. Donc, il y en a une question à se poser. Où renvoyer l'eau qui tombe du ciel sur la ville de Yaoundé et Douala, et même dans tout le Cameroun. Une fois qu'on va se poser ces questions-là, on va trouver des solutions. C'est tout. C'est la question qu'il faut se poser, la question centrale. Où doit aller l'eau une fois qu'elle est tombée du ciel? Bonne question. Alors, Titiarito, on va sans doute clôturer avec toi. Un dernier mot pour la fin de cette édition.
Pour la fin de l'édition, merci pour l'invitation. Vous souhaite à tous, auditeurs, auditrices, sur le panel, de passer un très bon week-end. Et n'hésitez pas à continuer à vous inscrire sur les listes électorales, à récupérer vos cartes d'électeurs d'abord. Et la suite, on verra après. Merci. Recruter, en tout cas, récupérer d'abord les cartes d'électeurs et peut-être après faire son acte citoyen et suivre son vote. C'est puis remercier également d'être passé à la maison. C'était un plaisir de t'avoir une fois encore ce jour. Oui, merci, c'est de m'avoir invité. Merci à Chicharito pour ce moment d'échange et de partage. Nous avons une seule chose en tête, voir le Cameroun devenir meilleur. C'est tout ce qui nous motive. Et c'est la même motivation que nous autres, on a avec vous, mesdames et messieurs, chaque fois que l'on vient à 237 Story. Eh bien, ce soir, on avait au programme, pardon, on parlait d'économie, notamment on parlait de Socadel et on a parlé de la transition difficile. On parlait également de politique et surtout de cette longue descente aux enfers, cette tension qu'il y a entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, du moins des citoyens qui pensent des citoyens de l'Afrique de l'Ouest, voilà, qui pensent que ceux de l'Afrique centrale ne doivent pas encore leur parler quand il s'agit ici tout simplement des questions liées à la démocratie ou à l'alternance. Enfin, on a parlé urbanisme, vous venez de le suivre, c'est le cas de la ville de Yaoundé qui est encore sous les eaux, malgré tous les investissements qui y sont faits. Merci de nous avoir écoutés sur 237 Story. Vous nous écoutiez depuis www.237story.net, que ce soit sur Spotify, sur Deezer ou même encore sur YouTube et podcast. Et bien, on vous dit merci tout simplement. N'oubliez pas, dès la prochaine séance, ce sera vraiment piste ouverte, micro ouvert à tout le monde. On donnera les sujets bien en avance et on vous permettra, pour ceux qui sont disponibles dans les forums, de pouvoir donner leurs différents avis. Eh bien, c'était un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui encore, mesdames et messieurs. À très bientôt. Bye bye.